Que se passe-t-il lorsque tout un pays s'efface soudainement du réseau mondial juste avant un scrutin déterminant? Imaginez, nous sommes le 23 octobre 2025. Il est 23h17 à Dar es Salaam, la capitale palpitante de la Tanzanie. Brusquement, plus rien. Les écrans s'éteignent tous à la fois, les appels ne passent plus, les réseaux sociaux se figent. Une chape de silence numérique tombe, épaisse, sur cette ville qui ne dort jamais. Dans les immeubles modernes du centre-ville comme dans les quartiers populaires, la stupeur est immédiate. Le signal des téléphones se volatilise. Les cafés où l'on regardait les débats politiques en direct s'éteignent, les bureaux de presse s'agitent, les étudiants qui envoyaient leur dernier message à leurs proches restent les doigts figés sur leurs écrans noirs. Ce n'est pas la première fois qu'une coupure d'Internet survient en Afrique, mais jamais une ville aussi connectée n'avait été ainsi plongée dans l'ombre alors qu'une élection aussi cruciale s'annonçait au matin. Les autorités, dans une déclaration laconique, évoquent une panne technique. Mais pour la population, l'explication ne trompe personne. Les visages sont graves, les regards s'échangent. Il ne s'agit pas d'une simple avarie. Ce blackout, c'est un signal fort, une menace. C'est comme si tout le continent sentait que quelque chose d'inédit, de grave, était en train de se jouer. À plusieurs milliers de kilomètres de là, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, suit la situation avec attention et anxiété. À Ouagadougou, il convoque d'urgence ses conseillers. Il comprend que la Tanzanie n'est pas isolée dans cette épreuve. Ce qui se passe à Dar es Salaam pourrait se produire n'importe où, à tout moment. Les frontières africaines, poreuses à l'ère du numérique, ne sont plus des remparts contre la contagion des crises. Toute l'Afrique, de l'Algérie à l'Afrique du Sud, retient son souffle. Dans la rue, la peur se propage plus vite que la rumeur. Des jeunes se regroupent à la lumière des lampadaires, cherchant le réconfort d'un mot, d'un geste, d'un regard complice. Mais la police patrouille et les militaires postés au carrefour contrôlent tout mouvement. Les gaz lacrymogènes flottent dans l'air, irrespirables. Les manifestants, qui espéraient en faire entendre leur voix avant le vote, sont dispersés, parfois arrêtés. La répression prend une dimension nouvelle. Plus d'internet pour témoigner, plus de vidéos en direct, plus de hashtags pour mobiliser l'opinion mondiale. Cette nuit-là, c'est la liberté d'expression qui vacille, mais aussi la confiance en la démocratie, l'espoir d'une génération. Car Internet, pour la jeunesse tanzanienne, est bien plus qu'un outil. C'est un espace de débat, d'organisation, un terrain d'échange, de créativité, de solidarité. Privez-les de ce lien, et c'est leur capacité d'agir, de rêver, de transformer leur avenir qui s'effondre. L'Afrique, dans cette nuit, est au bord du gouffre. Pour comprendre comment une nation entière peut plonger dans un tel silence, il faut remonter dans le temps et élargir la perspective. Dar es Salaam en 2025 n'est pas un cas isolé. Depuis plusieurs années, la coupure d'Internet est devenue un outil politique dans de nombreux pays africains. En 2019, la République démocratique du Congo coupe Internet pendant 18 jours, officiellement pour lutter contre la désinformation électorale. En 2020, c'est l'Éthiopie qui bloque tout accès au réseau pendant plus d'un mois lors d'une crise politique majeure. Le Zimbabwe, le Tchad, l'Ouganda, la liste s'allonge chaque année. Toujours la même mécanique, une panne, puis une censure totale. Dans chaque cas, les conséquences sont dramatiques. En RDC, des milliers de commerçants perdent leur clientèle. En Éthiopie, des étudiants ratent des concours universitaires cruciaux. Au Zimbabwe, des familles sont coupées de leurs proches à l'étranger. Mais surtout, la coupure devient un instrument de contrôle, de peur et de manipulation. Elle permet d'étouffer la contestation, d'empêcher l'organisation de manifestations, de brouiller les témoignages de la répression. C'est une arme invisible, mais redoutablement efficace. La Tanzanie, en 2025, marque pourtant un tournant. Parce que la crise survient à un moment de forte mobilisation politique, et parce qu'elle suscite une solidarité inédite à travers l'Afrique. Ibrahim Traoré, qui s'est imposé comme porte-voix d'une jeunesse insoumise, comprend que la bataille ne se joue pas seulement pour Dar es Salaam. Elle concerne la souveraineté numérique de tout le continent. Pour lui, chaque coupure d'Internet est une agression contre la dignité de la jeunesse africaine. Les souvenirs de la révolution burkinabé, de ces nuits passées à organiser des rassemblements grâce à WhatsApp ou Facebook, ressurgissent. Il sait trop bien ce que coûte le silence imposé. À Dar es Salaam, la jeunesse réagit. Les étudiants des universités, les collectifs d'artistes, les entrepreneurs du numérique n'entendent pas se laisser bâillonner. Certains se souviennent de l'Égypte en 2011, lorsque le régime de Moubarak tenta de couper Internet pour stopper la révolution. Ils savent que l'ingéniosité est la première arme de la résistance. Des VPN sont installés en cascade sur les téléphones.
On partage les instructions à la main, sur des bouts de papier ou via Bluetooth. Les applications Telegram et Signal, réputées plus résistantes à la censure, deviennent les nouveaux relais d'information. Dans les campus, des tracts sont glissés dans les sacs à dos. Des messages codés circulent de bouche à oreille. Il arrive même que des étudiants utilisent des talkie-walkies pour coordonner des sit-ins improvisés. Dans certains quartiers, des groupes organisent des veillées, partageant les rares informations captées grâce à des connexions satellites ou à des réseaux Wi-Fi clandestins. On imprime des affiches clandestines, on écrit des slogans sur les murs, on brave le couvre-feu pour coller des messages sur les portes des bâtiments officiels. La riposte n'est pas que numérique, elle est aussi physique, inventive, collective. Pour contourner la surveillance, des chaînes humaines se forment pour faire circuler de l'information. Des jeunes spécialisés en informatique piratent parfois des fréquences radio locales pour lancer des appels à la mobilisation. Les réseaux sociaux, malgré la coupure, continuent d'exister sous d'autres formes. Des réseaux de proximité se créent où l'on partage l'essentiel, où l'on déjoue la peur. Les conséquences économiques, elles aussi, sont spectaculaires. En coupant Internet, le gouvernement tanzanien paralyse le secteur bancaire, empêche les paiements mobiles, bloque les échanges commerciaux. Les commerces de Dar es Salaam perdent des centaines de millions de shillings chaque jour. À titre de comparaison, lors de la coupure du Tchad en 2018, le pays avait perdu plus de 70 millions de dollars en seulement un mois. Ici, l'impact est immédiat. Taxis à l'arrêt faute de réservation, chaînes logistiques interrompues, hôpitaux incapables de transmettre des résultats médicaux, familles incapables de recevoir de l'argent de la diaspora. Mais la jeunesse ne se résigne pas. Elle invente des alternatives. Certains créent des bibliothèques mobiles, sur clé USB, où l'on stocke des articles, des vidéos, des manuels pour les partager hors ligne. D'autres relancent des journaux imprimés à la main, rappelant les samizdat qui circulaient sous l'Union soviétique. On s'inspire de l'histoire. En Afrique du Sud, pendant l'apartheid, les opposants utilisaient des radios pirates et des messagers pour déjouer la censure. En Birmanie, en 2021, la jeunesse avait multiplié les flash mobs pour éviter la surveillance numérique. À chaque étape, la répression s'intensifie. Des vidéos fuitent, filmées en cachette, policiers tirant à balles réelles, manifestants roués de coups, journalistes arrêtés en pleine rue. Les ONG internationales dénoncent des dizaines de morts, des centaines de blessés, des milliers d'arrestations. Le climat de peur est palpable. Mais paradoxalement, cette brutalité nourrit la détermination. Plus le pouvoir frappe, plus la jeunesse s'obstine. Les slogans changent, notre voix ne s'éteindra pas. Vous pouvez couper Internet, mais pas la vérité. Ibrahim Traoré, dans un discours enregistré et diffusé clandestinement, avertit que ce qui advient en Tanzanie pourrait se produire au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, partout où la jeunesse réclame sa part de justice. Il appelle à la vigilance, à la mobilisation, à l'unité des jeunesses africaines. Il sait que l'enjeu dépasse la survie d'un régime. Il s'agit du contrat social, du lien entre la jeunesse et l'État, de l'avenir de la démocratie africaine. Quelles sont les issues possibles ? 3 scénarios principaux se dégagent, chacun porteur d'espoir ou de péril. Dans le premier, le régime tanzanien choisit la fuite en avant. La répression s'intensifie, les opposants sont emprisonnés ou forcés à l'exil, la société civile est muselée. Ce scénario rappelle la Biélorussie en 2020, où la contestation post-électorale a été écrasée par la force au prix d'une rupture durable entre le peuple et le pouvoir. L'isolement international s'accentue, les sanctions économiques pleuvent, mais la jeunesse privée d'avenir risque de se tourner vers la radicalisation ou le départ massif. Les investisseurs fuient, la croissance s'effondre, les inégalités s'aggravent. Dans le deuxième scénario, la mobilisation populaire, menée par la jeunesse, finit par faire plier le pouvoir. Les autorités, sous la pression, acceptent une médiation, engagent un dialogue avec l'opposition, relâchent les prisonniers politiques. C'est ainsi qu'en 2014, au Burkina Faso, la rue a forcé la démission du président Compaoré. La Tanzanie, dans ce cas, pourrait connaître un sursaut démocratique. Réforme électorale, réouverture des médias, participation accrue des jeunes à la vie politique. De nouveaux leaders émergent, portés par leur expérience de la résistance numérique. L'espoir renaît, la société se réconcilie. Le troisième scénario est celui d'une vague transnationale. La résistance tanzanienne inspire d'autres pays. Au Togo, des étudiants organisent des sit-ins synchronisés. En Guinée, des collectifs féministes relaient des messages codés. Au Cameroun, des entrepreneurs lancent des plateformes de messagerie décentralisées.
La contagion numérique rappelle le printemps arabe de 2011, lorsque la chute de Ben Ali en Tunisie avait ouvert la voie à une série de soulèvements. Mais le risque c'est réel. Les régimes autoritaires, sentant le vent tourner, peuvent de choisir la fuite en avant, multiplier les coupures, renforcer la répression. L'Afrique est alors à la croisée des chemins entre la dérive autoritaire et la renaissance démocratique. Au centre de cette tempête, Ibrahim Traoré cristallise tous les espoirs. Jeune, charismatique, il incarne une génération qui refuse la fatalité. Mais il sait aussi que la victoire n'était jamais acquise. La souveraineté numérique ne se décrète pas. Elle se construit patiemment à travers des lois, des innovations, des alliances. Pour la jeunesse africaine, les enjeux sont immenses. Sur le plan humain, chaque coupure d'Internet, chaque emprisonnement, chaque exil est une blessure profonde. Des familles sont séparées, des étudiants voient dans tout leur avenir compromis, des entrepreneurs voient dans s'envoler leurs rêves. Sur le plan économique, l'instabilité freine l'innovation, chasse les capitaux, décourage la diaspora de revenir. Sur le plan politique, chaque recul de la liberté d'expression affaiblit la légitimité des institutions, creuse le fossé entre le peuple et le pouvoir. Et pourtant, partout, la jeunesse s'organise. À Paris, à Montréal, à Johannesburg, les diasporas africaines lancent des campagnes de solidarité. Les ONG, les fondations, les collectifs d'artistes relaient l'alerte, les réseaux se tissent, les idées circulent, on invente des hackathons de la résistance, où l'on développe des outils pour contourner la censure. On collecte des fonds pour soutenir les familles de prisonniers, on documente chaque abus, chaque arrestation, pour alimenter la mémoire collective. Face à la censure, quelle stratégie adopter ? Premièrement, la préparation est essentielle. Apprendre à utiliser des VPN, à chiffrer ses messages, à basculer vers des applications décentralisées comme Mastodon ou Matrix. Se former à la sécurité numérique, partager des tutoriels, organiser des ateliers pratiques. En Birmanie, lors du coup d'État de 2021, des collectifs ont créé des guides de survie numérique traduits en plusieurs langues, diffusés sous forme de PDF ou de vidéos clandestines. Deuxièmement, il faut documenter. Filmer discrètement, sauvegarder sur des disques durs, envoyer à des relais à l'étranger. En Iran, lors des manifestations de 2009 et 2022, des vidéos clandestines ont permis de dénoncer la répression malgré la coupure du réseau. En Tanzanie, des collectifs s'organisent pour archiver les témoignages, créer des bases de données sécurisées, transmettre l'information même sans Internet. Troisièmement, la solidarité est la clé. Fonder des groupes de veille, relayer les appels à l'aide, nouer des alliances avec des ONG, des syndicats, des journalistes internationaux. En Afrique du Sud, durant l'apartheid, les réseaux clandestins ont permis de résister à la censure et de coordonner les actions. Aujourd'hui, la technologie permet d'aller plus loin. On organise des chaînes humaines numériques où chaque membre relaie l'information à 10 autres et ainsi de suite. Quatrièmement, il faut agir sur le terrain politique. Interpeller l'Union africaine, les Nations unies, les organisations de défense des droits humains. Écrire aux députés, lancer des pétitions, organiser des sit-ins devant les ambassades, exiger la fin de l'impunité, demander des sanctions ciblées contre les responsables de la répression. En Gambie, en 2016, la pression internationale a contribué à la transition pacifique après des années de dictature. Cinquièmement, il faut penser à long terme. Investir dans l'éducation numérique, encourager la création de start-up africaines, développer des infrastructures indépendantes. À Lagos, des entrepreneurs lancent des solutions de paiement hors ligne. Au Kenya, des ingénieurs inventent dans des réseaux Wi-Fi communautaires. À Accra, on forme des jeunes à la cybersécurité, à la cryptographie, à la programmation. L'Afrique de demain sera numérique ou ne sera pas. Mais aucune technologie ne remplacera jamais le courage. Refuser la peur, refuser l'oubli, refuser la résignation. Chaque voix compte, chaque geste, même minuscule, peut faire basculer l'histoire. Car ce qui s'est passé à Dar es Salaam dépasse la seule question de l'accès à Internet. À chaque coupure, chaque tentative d'étouffer la jeunesse, une vérité s'impose. La liberté d'expression n'est jamais acquise. Elle se gagne, elle se défend, elle se transmet. Ignorer l'injustice, c'est ouvrir la porte à l'oppression. Agir, même faiblement, c'est défendre l'avenir. Des milliers de jeunes, anonymes ou célèbres, ont refusé de s'effacer. Ils ont bravé la rue, contourné les murs numériques, transformé chaque mot, chaque image, chaque chanson en acte de résistance. Certains ont payé de leur liberté, parfois de leur vie. Mais leur courage a lancé un signal. Le contrôle total n'est plus possible. La souveraineté numérique n'est plus un luxe, mais une nécessité vitale. Ce combat n'est pas celui d'un jour, ni d'un seul pays.
Il concerne toute l'Afrique, toute une génération, et même le reste du monde. Car dans une époque où la technologie façonne nos sociétés, le droit à l'information, à la parole, à la connexion devient un enjeu universel. Refuser d'agir, c'est accepter que d'autres, ailleurs, soient réduits au silence. Alors que faire? S'engager, partager l'information, rejoindre des collectifs, débattre, interpeller les décideurs, soutenir les mouvements de la jeunesse africaine, relayer leurs voix, leur offrir des espaces d'expression. Chacun à son niveau peut contribuer à ouvrir la voie. Tant que la jeunesse tiendra debout, l'Afrique ne s'effondrera pas. Chaque coupure, chaque tentative de censure doit être un appel à l'action. Ensemble, portons une Afrique forte, digne, libre. Car l'avenir se construit aujourd'hui dans le courage du refus, la force de la solidarité et l'inventivité des résistances. Sur ce chemin, chaque pas compte. La liberté numérique, comme la démocratie, ne se décrète pas. Elle se conquiert jour après jour, génération après génération. L'Afrique se réveille chaque fois que sa jeunesse refuse le silence. Ne laissons pas cette flamme s'éteindre.